procéder? Oui, bien sûr. Bien, monsieur le directeur, chers collègues, chers jeunes chercheurs et amis, tout compte fait, voilà une journée qui commence bien, pour moi. On me fait boire du petit lait, j'ai presque envie de m'arrêter de crainte de vous décevoir après ce que vous venez d'entendre. Mais enfin, je ne suis pas venu ici pour cela. Comme vous l'a annoncé monsieur le directeur, je vais essayer de vous présenter, comme il se doit dans une telle circonstance, quelques réflexions un peu générales, susceptibles de faire le lien peut-être entre les multiples travaux qui vont être présentés, nécessairement ponctuels, il en faut, c'est ainsi que se fait une part de progrès, mais que l'on a malgré tout intérêt à relier, si l'on veut, pouvoir en tirer quelques conclusions d'ensemble. Alors ce dont je voudrais vous convaincre, c'est que le développement durable, qui est au cœur de cette rencontre, c'est pas une question comme les autres en économie. Ce n'est pas une question comme les relations économiques internationales, la formation des revenus, etc., de même nature, à laquelle on pourrait appliquer un appareil d'analyse préexistant. Je crois que, par son essence même, elle remet en cause tous les fondements de cet appareil d'analyse. Et pour ma part, elle m'interroge, je vais essayer de vous le faire sentir, sur ma science économique. Vous savez, il ne suffit pas de pratiquer une science quelle qu'elle soit, l'économie comme les autres. De temps en temps, il faut prendre un peu de recul, essayer de comprendre ce que l'on fait, se demander pourquoi on le fait, et s'il est opportun, de continuer à le faire de la même façon. Je dis que ce n'est pas une question comme les autres, parce qu'elle bouleverse tous les fondements de notre science économique traditionnelle. Elle se situe dans un autre champ temporel. Vous l'avez vu, monsieur le directeur citait les générations futures. C'est une question transgénérationnelle, donc qui fait intervenir le temps et les évolutions. Et dans la mesure où elle fait intervenir le temps et les évolutions, elle fait également intervenir une notion d'espace qui n'est pas présente dans les approches traditionnelles. Alors pour vous en convaincre, je voudrais partir d'une image, celle que nous propose le fondateur de Terre des Hommes, David Brewer, qui fait semblant de prendre au pied de la lettre l'image biblique de la formation du monde en une semaine. Et qui nous dit, eh bien voilà, le monde s'est formé à partir de lundi 0 heure. Lundi, mardi, mercredi, il s'est préparé à recevoir la vie. La vie est apparue mercredi à midi. Nous sommes aujourd'hui samedi, je passe sur les étapes, bien sûr. À minuit moins 3 est apparu le premier homme. Un quart de seconde avant minuit est né le Christ. Et 1/40 de seconde avant minuit est née la société industrielle. Bien, mais la société industrielle, c'est elle qui a fourni les fondements mêmes de notre science économique. Notre science économique, c'est la science du 40e de seconde. Et, dit David Brewer, nous sommes entourés de gens qui croient qu'ils vont faire pour l'éternité ce qu'ils font depuis un 40e de seconde. Bien, c'est sur cela que je voudrais réfléchir. Oui, ce 40e de seconde,
il comporte un certain nombre d'implications. Le 40e de seconde, c'est le monde sans écoulement du temps, c'est le monde sans relation, replié sur lui-même, sans contact avec le milieu qui le porte. C'est comme l'économie qui correspond à cela, c'est un peu celle de Wilhelm Röpke qui nous disait « L'économie, c'est très simple. C'est au fond l'art de faire une valise. » Vous voyez, dans un espace déterminé, dans un volume déterminé, représentant la rareté des moyens dont on va disposer, essayer de loger des objets choisis aussi judicieusement que possible pour qu'on puisse en tirer le maximum de satisfaction pour un voyage dont les finalités, les raisons d'être ont été déterminées indépendamment du contenu de la valise. Vous voyez, dans une telle conception, qui est un monde sans temps et sans espace, le seul repère que la science qui s'y rapporte, c'est elle-même l'optimisation économique conçue de cette façon ne peut être que optimisation de l'économie par rapport à elle-même et par rapport à aucun autre problème. Le seul objectif qu'elle puisse viser, cette optimisation, c'est l'équilibre. C'est un monde qui n'a pas de temps, donc toute évolution lui échappe. Et voilà les fondements de la science économique dont nous sommes les héritiers et que nous continuons à pratiquer. Si nous nous reportons également à ce 40e de seconde, c'est-à-dire à la société industrielle, nous allons voir, j'y reviendrai tout à l'heure, que toutes les bases conventionnelles dont nous sommes également les héritiers sont celles qui prévalaient à cette époque-là. Des besoins, des niveaux de vie qui restent bas, des besoins qui ne sont pas satisfaits. Une nature dont il n'est même pas question d'envisager un instant que l'on soit en mesure de la détruire, etc. Et cette économie qui se prétend l'objet, la science de la gestion des ressources utiles et rares, en fait, évacue la rareté dès qu'il s'agit de questions avec le milieu naturel. Elle se dénature en quelque sorte elle-même par rapport à sa propre définition. Voilà la science dont on pense qu'elle est faite pour l'éternité et que nous n'aurons rien à y changer. Bien, mais la solidarité intergénérationnelle que l'on évoquait tout à l'heure, c'est la solidarité qui se déroule par définition dans le temps. Elle met en cause les évolutions. Qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine depuis le lundi 0h jusqu'au samedi minuit? Bien, il s'est passé que dans le monde, et avant même que l'économie n'existe, des transformations profondes se sont effectuées, que ce monde a évolué, qu'il s'est mis en mesure de porter la vie, qu'il a porté la vie humaine, et que de cette vie humaine a jailli une discipline, ont jailli nos disciplines. Et c'est ce monde qu'il nous faut conserver aujourd'hui, à partir du moment où il est menacé. Car nous découvrons la semaine, quand l'économie, parce qu'elle menace le milieu naturel, la planète, nous dit-on,
a atteint la limite de sa capacité de charge. Quand elle menace le milieu naturel, elle se découvre, ou devrait en tout cas se découvrir, dans sa relation avec le réel. Elle devrait découvrir qu'elle ne véhicule pas seulement des flux monétaires, mais aussi des flux réels, qu'elle prélève des ressources, qu'elle les transforme afin de fabriquer des biens utiles à l'espèce humaine. Eh bien, vous voyez, cette économie ne peut plus se référer à elle-même. Sa propre reproduction pose le problème de sa relation avec un milieu qui est un milieu physique et vivant. Et je ne peux plus, à partir du moment où je pose cette question, me désintéresser de la manière dont fonctionne ce milieu. Alors bien sûr, je ne vais pas devenir thermodynamicien comme les thermodynamiciens, biologiste comme les biologistes, bien sûr. Mais il faut que je me mette en mesure de comprendre ce qu'ils font, de dialoguer avec eux et d'en tirer les conséquences pour ma discipline. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, l'économie doit devenir transdisciplinaire. Et elle n'a pas d'autre solution. Et vous voyez en même temps apparaître cette autre question. Donc, d'abord, elle ne se réfère plus qu'à elle-même, mais aussi à d'autres disciplines, dont la reproduction conditionne sa propre reproduction. Mais en même temps, c'est une science de l'évolution qui relie les générations et qui doit se préoccuper de la marche du monde. Et comme si ce n'était pas suffisamment compliqué, nous voyons aujourd'hui apparaître ce qui s'est produit de temps en temps dans l'histoire de l'humanité, ce que nous pouvons considérer comme une période de mutation. Mutation, c'est-à-dire une transformation du mode de fonctionnement des choses, de leur finalité, des mécanismes, etc. Je dirais presque de la nature des choses. Là encore, je me référerai à un vieil ami, aujourd'hui disparu hélas, le grand paléontologue André Leroi-Gourhan, qui aimait, c'est-à-dire à ses amis, un peu en guise de provocation, nous sortons du néolithique. Bien, au sens où il l'entendait, c'est parfaitement exact. Ça n'est pas une boutade. Qu'est-ce qui s'est passé au néolithique? Nous dit Leroi-Gourhan, et il en connaissait quand même un petit bout dans ce domaine. Au néolithique, les populations humaines se sont sédentarisées. En termes clairs, ça signifie que des populations nomades vivant de cueillette, de chasse, de pêche, se sont installées, se sont fixées sur le territoire et ont utilisé le sol comme réceptacle de l'énergie solaire. Autrement dit, avec le néolithique apparaît la première domestication de l'énergie, qui est l'énergie naturelle, l'énergie solaire, que l'on apprend à gérer pour faire pousser la plante, pour élever l'animal. Et à partir de ce jour, nous disait André Leroi-Gourhan, toutes les grandes révolutions de l'humanité ont été, jusqu'à ce jour, des révolutions à base énergétique. Prenez-les toutes, le moulin à vent, le collier des pôles, le moulin à eau, etc., les énergies fossiles, les énergies physico-chimiques, etc., toutes les grandes transformations. Vous allez me dire, oui, mais l'écriture. L'écriture, oui, mais ça a été une révolution colossale et considérable, l'invention de l'écriture. Mais ça n'est quand même pas elle, si vous voulez, qui a transformé le monde économique. Elle s'est produite, elle a été un tournant important dans un univers qui était dominé par cette maîtrise et cette gestion de l'énergie. Nous sortons du néolithique
Ça veut dire que nous entrons, je vais y revenir dans un instant, dans une société avec l'ordinateur, une société de l'immatériel, une société de l'information, une société où des éléments dont pendant longtemps on n'aurait pas envisagé qu'ils puissent être des éléments de l'économie, prennent un rôle moteur et prennent le relais de l'énergie. Comprenez-moi bien, je ne vous dis pas, nous passons d'une société de l'énergie à une société de l'information. Je vous dis, nous passons d'une société dont les forces motrices se situaient dans le champ de l'énergie à une société où elle se situe dans le champ de l'immatériel et de l'information. Et c'est là, je crois, que l'économie, d'une façon générale, se trouve confrontée à trois défis tout à fait fondamentaux. Le premier concerne sa nature. Oui, je le disais en commençant, les éléments qui constituaient nos hypothèses de base conventionnelles, notre détermination du temps et de l'espace, se sont modifiés, sont en train de se modifier. C'est donc la nature de ma discipline qui se modifie. Et par là même, je vais essayer de vous le montrer aussi, apparaît un deuxième défi qui est celui de la rationalité dans un autre cadre et dans d'autres espaces. C'est un autre type de rationalité qui doit apparaître. Et puis enfin, troisième défi, troisième interrogation, la nature même du développement en général, dont, nous le verrons, on nous dit à la fois qu'il est impossible que pourtant il faut le continuer. Alors le premier défi, c'est celui de la nature. Cette transformation dont nous parle le roi Gourand, elle n'intervient pas n'importe quand. Elle intervient au moment où le développement des puissances énergétiques atteint des dimensions telles que toutes les courbes partent vers le haut, se redressent et montrent bien que l'on file à toute vitesse vers une limite et que l'on ne pourra pas continuer éternellement. C'est bien ce développement des puissances énergétiques qui caractérise notre capacité de bouleverser le monde et éventuellement de l'épuiser, de le détruire, de le dérégler. Alors, dans ce monde-là, apparaît une question. Le paradigme dominant, après la régression, la disparition peut-être provisoire du paradigme keynésien, c'est le paradigme néolibéral. Ce paradigme, aujourd'hui, incontestablement, est en crise. C'est le moins qu'on puisse dire. Il est en crise, mais il survit. Et comme nous le dit Thomas Kuhn, l'homme qui a réactualisé la notion de paradigme, la question, comme le dit Thomas Kuhn, aussi longtemps qu'un paradigme même dépassé n'a pas été remplacé par un autre paradigme, eh bien, il survit et il continue à exercer ses effets. Alors la question apparaît, quel est le prochain paradigme? Alors je ne vais pas vous répondre à quel est le prochain paradigme, mais au moins essayer de dire l'une des caractéristiques essentielles de ce qu'il devrait être. Je dirais même la caractéristique essentielle. Écoutez, pour moi c'est évident. À partir du moment où l'activité économique détruit la biosphère, détruit le milieu qui le porte, eh bien, le nouveau paradigme économique sera de nature bioéconomique, ce sera une bioéconomie, ou bien il n'y aura pas d'avenir. Seule
Alors une bioéconomie, aussi il y a différentes notions. Il y a M. Gary Becker aux États-Unis qui se veut bioéconomiste parce que, nous dit-il, la rationalité économique est universelle, elle peut rendre compte de tout, y compris du fonctionnement de l'univers, y compris de la reproduction de la nature. Donc, dans cette optique-là, c'est la dimension vivante de l'univers qui est une sous-partie de la rationalité économique. Moi, c'est exactement la position inverse que je voudrais vous proposer. Pour moi, une bioéconomie, c'est une économie qui se développe dans le respect des mécanismes reproducteurs de la nature et des milieux qui la portent. Je dirais qu'en fait, l'économie redécouvre sa vraie nature. Je reviens, je l'ai dit tout à l'heure. L'économie n'a de sens que s'il y a une rareté à gérer. Et c'est vrai quand on est en relation avec le milieu naturel, comme dans tous les domaines. Or, on nous propose, dès qu'il est question de la nature, d'oublier cette notion de rareté. Eh bien non, il y a des contraintes de rareté, et ces contraintes, pour moi, sont les contraintes de reproduction du milieu naturel. Alors, être une bioéconomie, cela veut dire deux choses. Cela veut dire d'abord s'insérer dans les régulations du vivant et de la nature d'une façon générale, du milieu physique aussi. Voilà la première condition. Et l'homme qui, partant de son économie, découvre son appartenance au réel, va découvrir des modes de fonctionnement de l'univers qui lui faut respecter et qui sont d'une nature autre que celle de la démarche et de l'optimisation économique. Au fond, qu'est-ce qu'on découvre tout de suite? Quand on découvre le milieu physique et le milieu vivant, bien, on découvre un vaste mouvement circulaire. On découvre la circularité des choses. Nous parlons de reproduction dans le temps quand nous parlons de développement durable. Mais la nature s'est donné les moyens de se reproduire dans le temps. Et elle n'a pas su toujours le faire. Les premières formes de vie, c'était les fermentations. Une forme de vie anaérobie, qui est apparue dans ce qu'on appelle une sorte de bouillon prébiotique. On ne sait pas trop comment elle est apparue, mais elle est apparue là-dedans. Et elle s'est nourrie de bouillon dans ses premiers temps. Mais elle ne savait pas métaboliser les déchets de la vie. Elle ne savait pas métaboliser ses propres déchets. Alors, si ça avait continué comme ça, eh bien, un jour, le développement de ces organismes vivants auraient absorbé le stock de soupe prébiotique. Et quand il n'y a plus de soupe, il n'y a plus de repas. Et quand il n'y a plus de repas, eh bien, il n'y a plus de convives pour se nourrir. Il n'y a plus de vie. La vie aurait disparu. Et le phénomène révolutionnaire du point de vue de la vie, ça a été l'apparition de la photosynthèse. À partir de ce moment-là, la vie a acquis la capacité de se nourrir de ses déchets, l'humus est devenu source de vie, et en même temps de se protéger d'ailleurs par l'émission de la couche d'ozone de l'intensité des rayonnements ultraviolets, ce qui lui a permis de se développer. Donc, vous voyez, première réalité qu'il nous faut apprendre à gérer, la circularité des mouvements sans lesquels il n'y a pas de reproduction. La vie et l'univers ne se reproduisent que parce qu'ils sont bouclés sur eux-mêmes. Et on peut faire le même constat à tous les niveaux. Tous les éléments constitutifs de l'univers, les grands éléments, c'est le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, le soufre, le phosphore, sont des éléments qui circulent
et s'échangent en permanence entre 4 grands réservoirs de l'univers, qui sont l'hydrosphère, la lithosphère, qui sont la biomasse et l'hydrosphère. Et les mêmes éléments s'échangent en permanence, se reconstituent. Il y a des mécanismes régulateurs entre les dimensions des flux et celles des stocks. Quand les flux sont un peu trop importants, les stocks diminuent et la diminution des stocks réduit, a pour effet mécanique de réduire la dimension des flux, et inversement, il y a là une sorte de régulation. Et c'est dans ces mécanismes-là que l'économie vient introduire ces procédés de gestion. Alors, tant qu'elle n'atteint pas une capacité de bouleversement énorme, ça n'a pas une bien grande importance. Mais le jour où elle bouleverse vraiment la nature, alors cette différence va jouer un rôle. Qu'est-ce qu'elle introduit, l'économie? Elle introduit la linéarité. Ce que l'on cherche, c'est une relation linéaire entre un acte initial, disons un investissement, et puis ce que va produire cet investissement tout le long. Une relation linéaire, et je dirais de court terme. Le temps de l'économie n'est pas le temps des millénaires de la nature. Et c'est en cela que lorsqu'elle dépasse certains seuils, elle dérègle cette nature. Elle se met en mesure de la détruire. Alors vous voyez immédiatement apparaître un certain nombre de contraintes qu'il nous faut respecter. Respecter les rythmes de reproduction naturelle de la nature, aussi longtemps que nous prélevons dans les limites des rythmes de reconstitution, nous ne détruisons rien. Respecter les rythmes d'auto-épuration de la nature, aussi longtemps que nous le respectons, il n'y a pas de phénomène de CO2 et de phénomène de réchauffement de l'atmosphère. Et puis, pour les ressources non renouvelables, qui physiquement ne sont pas non renouvelables, nous disons à juste titre, qu'elles sont non renouvelables parce que leur rythme de reproduction se situe bien au-delà du champ de nos calculs économiques. Elles ne sont non renouvelables que pour nous. Et pour ces ressources-là, qui, d'une période à l'autre, se transforment. Vous savez, dans l'Antiquité, on connaissait le pétrole. C'était un remède merveilleux pour les maladies de peau. On n'imaginait pas qu'il deviendrait une source d'énergie considérable. Et l'histoire de l'humanité, c'est aussi l'histoire de la relève de ressources non renouvelables par d'autres ressources non renouvelables. Alors là, nous n'avons pas de contraintes bien précises, mais nous savons que ces ressources-là doivent être gérées avec prudence si on veut permettre la relève d'autres ressources. Gérer avec prudence, le pétrole, oui, s'est formé en quelques millions d'années, je crois 20 millions d'années, et en 200 ans, nous sommes en train de détruire en 2 siècles le travail de 20 millions d'années de la nature. Voilà un certain nombre de contraintes qu'il nous faut respecter. Ça, c'est le premier élément. L'économie doit s'insérer dans ces milieux. Le deuxième aspect de la bioéconomie, c'est qu'elle-même doit se transformer et s'organiser selon le modèle du vivant. Mais ça a toujours été comme ça. Regardez, il y a toujours eu un parallélisme entre les modes d'organisation des sociétés, le regard qu'elles portent sur le monde. Déjà, Platon et Aristote nous donnaient comme modèle d'organisation sociale le cosmos.
La cité de Platon, la cité d'Aristote étaient censées reproduire l'ordre cosmique sur Terre. La société hiérarchique de la société de l'époque de la révolution industrielle. Mais c'est l'univers mécaniste de l'horloge, qui est à l'époque le symbole de la mécanique, où les mouvements, où vous avez de la base au sommet une intégration successive d'éléments qui aboutissent à la constitution d'un tout, obéissant à une même loi, qui est la loi de la mécanique. Et de la même façon, vous avez dans les sociétés une hiérarchisation des lieux et des circonscriptions administratives qui obéissent exactement à cette conception mécaniste des choses. Eh bien, aujourd'hui, le modèle change. Nous voyons l'immatériel, je le disais, nous voyons les facultés mentales de l'homme devenir un des éléments essentiels de cette organisation. Nous voyons, pour des raisons d'efficacité, de souplesse, d'adaptation, il serait trop long de le développer là maintenant, se développer d'autres modes d'organisation que la hiérarchie, ce sont les réseaux, une organisation en réseau. Bien, ça, c'est l'organisation du vivant. Et l'organisation du vivant, comme nous le dit Henri Laborie, eh bien, c'est une organisation en forme de système, c'est-à-dire des éléments interdépendants. Mais ce dont on oublie souvent de faire état, un ensemble d'éléments interdépendants, mais organisés en fonction de l'accomplissement d'une finalité. On dit finalité, pas au sens finaliste du terme. Alors c'est un des points sur lesquels je me chamaillais un peu avec Laborie. Je dis, tu ne devrais pas dire finalité, tu devrais parler de fonction émergente. Un système vivant, au fond, il est dominé par l'accomplissement d'une fonction qui est de se maintenir et se reproduire dans le temps, dans un milieu de moindre complexité où il devrait se dissoudre. Mais alors un système, c'est tout autre chose. Vous voyez, dans l'horloge, vous avez ce qu'on peut appeler des niveaux d'organisation, c'est-à-dire des complexes d'éléments de plus en plus nombreux, hiérarchisés, partant du ressort jusqu'à la mécanique tout entière, mais qui tous obéissent à la même loi. Dans le cas du vivant, le passage d'un niveau à l'autre s'accompagne, c'est-à-dire d'un niveau d'organisation à l'autre, de la cellule à l'organe, de l'organe au système respiratoire, digestif, etc., de l'organe à l'organisme tout entier. Vous avez chaque fois le franchissement de seuils de rationalité qui font que le système ne fonctionne, que le tout n'obéit pas exactement aux mêmes lois que la partie. Tenez une image d'Edgar Morin. Lorsqu'Antoine déclare sa flamme à Cléopâtre, nous dit-il, aucun des organes qui constituent l'organisme d'Antoine ne sait ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas l'information. C'est au niveau d'Antoine qu'apparaît cette information. Mais Antoine lui-même ne sait pas, n'a pas conscience de ce que font ces différents organes et les composantes de ces organes. Vous voyez, vous avez ce saut, il y a deux sauts qui sont énormes et magnifiques dans l'histoire de la vie. C'est le passage de la molécule à la cellule, où subitement, vous voyez, la cellule, c'est autre chose qu'un ensemble de molécules. Vous voyez apparaître cette chose que l'on ne pressent pas au-dessus, qui est la vie. Et de même, le passage du cerveau à la pensée et au sentiment, etc.
Et on peut me dire qu'on ajoutera que dans le cerveau, il y a des milliards ou des millions de milliards d'interconnexions, etc. Mais ajoutez donc des milliers, des milliards de fils de fer ou de fils électriques ensemble, et vous me direz s'il en sort de la santé. Vous voyez, vous avez des sauts qualitatifs qui apparaissent. Et la vie, le système vivant, l'organisation d'un système vivant, c'est de gérer tout ça en même temps dans la cohérence. Chaque système a sa rationalité, il a ses finalités, et pourtant le tout doit être cohérent. Et c'est ça que réalise la vie. Alors en un mot, là aussi il faut aller très vite, chaque niveau d'organisation participe à la production des finalités du niveau supérieur, mais la finalité du niveau supérieur, en même temps, par encore une fois un mouvement de repliement, contribue au bon fonctionnement des niveaux inférieurs. Le supérieur et l'inférieur coopèrent en permanence. Alors la grande leçon qui en résulte pour nous, c'est que un système ne fonctionne et ne se reproduit que si l'accomplissement de sa fonction essentielle, de sa finalité, n'est pas compromis par l'accomplissement d'une autre fonction. L'idée, c'est qu'il ne faut pas confondre la rationalité et les finalités d'un sous-système. Vous savez, lorsque les membres et l'estomac se chamaillent pour savoir lequel d'entre eux est plus indispensable à la vie, ben vous savez bien que c'est la catastrophe pour la vie. Eh bien, c'est la même chose dans la société. Lorsque vous avez la rationalité d'un sous-système qui domine, qui finit par se faire passer pour la rationalité de l'ensemble du système, lorsque vous avez la fonction d'utilité d'un niveau inférieur qui réussit à se faire passer pour la fonction d'utilité de l'ensemble de la société, c'est la catastrophe. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, la rationalité qui s'impose, c'est la rationalité du système financier, qui s'impose à tous les niveaux et qui, parce qu'elle réussit à se faire passer pour la fonction d'utilité sociale, dérègle et détruit complètement nos sociétés. Voilà. Alors, deux autres défis sur lesquels je vais passer plus vite, rassurez-vous, mais le premier était vraiment l'essentiel, mais les deux autres en découlent et sont quand même importants également. Le deuxième défi, c'est celui de la rationalité. Quel type de rationalité? Et je reviens au début de mon 40e de seconde. Comment ça fonctionnait une économie il y a un 40e de seconde? Je veux dire à l'époque de la société industrielle. Eh bien, vous aviez, prenez tous les auteurs, vous aviez deux facteurs de production dont on pouvait ne pas tenir compte. Le premier, c'était la nature. Elle était tous, Ricardo, Jean-Baptiste Say, tous nous le disent, elle était surabondante. Elle était impérissable, indestructible, inaltérable dans son principe, nous dit Ricardo. Et ajoutait Jean-Baptiste Say, comme elle n'a pas à être produite ni reproduite, elle n'entre pas dans le champ du calcul économique. Exit la nature. L'homme. Mais l'homme, il y en a trop. Il y a trop de force. Ça, c'est la loi de Malthus. Le problème n'est pas la pénurie des hommes, c'est que lorsqu'au banquet de la nature apparaît un individu de plus, il n'y a pas de place pour lui, il est de trop, il doit disparaître, et la nature se charge de le faire disparaître. Alors il reste un facteur, c'est le capital. Le capital qui est le facteur rare, et là aussi, tous les auteurs nous le disent, Ricardo, Malthus explicitement, l'économie se développe au rythme d'accumulation du facteur mort, le capital.
Et par conséquent, il est logique. Je ne suis pas en train de dénoncer le passé, là. Je suis en train de dénoncer la perpétuation du passé dans des conditions qui ont changé. Il est logique, quand vous avez un facteur qui est le facteur A, de rapporter l'efficacité du système dans son ensemble à la progression de ce facteur, puisque c'est par lui que les choses progressent, de combien l'augmentation de ce facteur va faire augmenter l'efficacité, le produit que livre l'ensemble du système productif. Je dis bien du système productif, parce que toujours dans ce 40e de seconde, vous savez bien que la plupart des besoins ne sont pas satisfaits, que pour la plus grande partie de la population, les niveaux de vie sont proches du minimum vital, que l'on ne détruit pas la nature. Alors, le plus et le mieux, c'est pareil. Mais là encore, je reprendrai, excusez-moi de reprendre aussi mon souffle. Oui, donc, là aussi, j'en reviendrai aux auteurs comme les physiocrates, etc. Lorsque l'on produit davantage, produire davantage, c'est satisfaire les besoins. Et là encore, mais allons dans le concret. Quelle est la nourriture de base dans des populations à bas niveau de vie? C'est la céréale, c'est pas la viande. Et regardez comment tout le discours de Ricardo tourne autour du blé. Et donc, produire plus, c'est produire du bien-être, ça ne fait pas de problème. Donc, l'efficacité de l'appareil productif détermine la satisfaction des besoins, qui est sa finalité. Par conséquent, la rationalité de l'économie se fonde sur la rationalité de l'appareil productif. Elle est à l'image de la rationalité de l'appareil productif. C'est ce que j'appelle une rationalité instrumentale. C'est l'instrument qui détermine. Mais aujourd'hui, ça n'est plus ça. Aujourd'hui, les besoins, en grande partie, commencent à être satisfaits. Nous voyons apparaître des phénomènes de pléthore. Écoutez, pour faire vite, sous Ricardo, plus de blé, c'était plus de bien-être. Iriez-vous jusqu'à dire qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, ou en Chine, plus de bagnoles, ça fait plus de bien-être? Non, destruction de la nature. Je dirais même que l'accumulation des biens détruit leur raison d'être. L'accumulation de voitures empêche la rapidité de circulation, qui est précisément sa raison d'être. Alors, voyez apparaître ici une autre question redoutable. Est-ce que je dois produire tel bien? Apparaît la question du pourquoi. Oui, peut-être, mais pourquoi? Pourquoi faire? Et je dis qu'elle est redoutable, parce que le pourquoi, c'est la question des finalités. La question des finalités, c'est la question des valeurs. Voyez, nous voyons apparaître quelque chose qui est à la fois hors du champ de la science. Aucune science n'a jamais pu démontrer la supériorité d'aucun système de valeurs. Mais aucun système de valeurs n'a jamais pu, et ne pourra jamais, parce que les démarches sont différentes, ne pourra jamais démontrer la supériorité de telle science. La science est spécifique, spécialisée, la question des valeurs est globale et englobante. Alors, la question des valeurs, elle est hors du champ de la démonstration, et pourtant incontournable. Alors là, la conclusion, pour moi, elle est simple. Quand, dans le champ de l'économie, je préconise telle ou telle action, je ne peux pas démontrer que j'ai raison. Parce qu'en dernier ressort, il y a mes valeurs personnelles. Alors, quelle est mon honnêteté? Est-ce que je dois prétendre que je suis neutre et objectif
j'aime à dire incolore, inodore et sans saveur. Non, je dois dire d'où je parle. Et je dois mettre en évidence les valeurs sur lesquelles je fonde ma conclusion. Et comme je ne peux pas démontrer la supériorité de mon système de valeurs, et comme mon interlocuteur, qui n'est pas d'accord avec moi, ne peut pas démontrer la supériorité de son système de valeurs, et comme il faut bien qu'on vive ensemble, il faut bien qu'on se tolère, il faut bien que l'on apprenne à dialoguer et à se supporter et à coopérer, même si parfois c'est difficile. Et je dirais que cette espèce de saturation, vous voyez, des biens, aujourd'hui, elle donne lieu, il y a un paradoxe qui exprime ça bien depuis 1974, c'est celui d'un auteur américain, Easterlin, qui effectivement constate, statistique en main, que si vous comparez des pays à différents niveaux de vie, le montant des satisfactions va de pair avec l'augmentation du produit national dans les niveaux inférieurs, puis stationne, puis décroît. Et même chose si vous prenez un pays en évolution dans le temps. Alors, les satisfactions, comment les repère-t-on? D'une façon très empirique. On demande à des populations de se prononcer sur leur niveau de satisfaction et de bien-être dans une échelle de notation de 1 à 10. Voilà. Et voilà donc. Et d'ailleurs, je dois dire aussi que dans le dernier rapport de Stiglitz, Amartya Sen et Fitoussi, établi à la demande de l'Élysée, la conclusion était la même, c'est qu'il fallait apprécier la performance non plus du point de vue de la production, mais du point de vue du bien-être et des satisfactions. Et enfin, troisième, et c'est un bouleversement ça aussi, on ne veut pas en tenir compte, mais c'est un bouleversement. Troisième et dernier défi, le modèle de développement. Écoutez, là nous sommes devant un véritable dilemme. D'une part, nous disons les capacités de charge de la nature sont atteintes et dépassées. Et puis d'autre part, donc il ne faut pas produire, il faut arrêter. Plus de croissance. Et d'autre part, nous constatons que la vie n'existe que par l'évolution. Si vous arrêtez, tout se casse la figure. Donc il faut à la fois continuer et arrêter. Alors, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'il faut prendre là aussi conscience de ce dont nous parlons. Ce dont nous parlons, nous, économistes, c'est le champ des valeurs marchandes. Vous voyez, quand nous parlons de l'énergie, nous parlons des énergies fossiles, le champ du marchand. Et nous oublions ce qui est, finalement, la vraie fondation ou les vrais fondements de l'acte économique, qui est la recherche des valeurs d'usage. C'est pas pour produire des valeurs marchandes qu'on produit. On est censé produire des valeurs d'usage. Alors regardez, pour en rester au champ de l'énergie. Vous voyez, nous disons, oui, les énergies fossiles, nous sommes en train de détruire l'univers. Mais nous oublions le vaste champ des valeurs d'usage. Alors, un exemple tout simple, l'énergie solaire, qui nous parvient sur cette terre dans des quantités représentant 10 000 fois ce que nous consommons chaque jour. Là, nous avons un champ immense et qui ne détruit pas le milieu. Alors vous allez me dire, oui, mais on ne sait pas faire, il y a un problème de concentration. Bon, à quoi je répondrai? Un problème de concentration, c'est un problème technique. Les problèmes techniques se résolvent. Et j'ajouterai qu'en 1774, Lavoisier faisait fondre du métal avec de l'énergie solaire. Et que si depuis 1774, nous avions consacré à la concentration de l'énergie solaire une part même mineure des moyens que nous avons consacrés aux énergies fossiles, croyez-moi, le problème de la concentration de l'énergie serait résolu depuis longtemps. Donc, vous voyez, là aussi,
développer, oui, je crois qu'on peut développer sans continuer à dégrader, à détruire le milieu, si l'on prend compte que désormais, il nous faut apprendre à gérer les valeurs d'usage. Mais j'ajouterai un mot. S'il faut gérer les valeurs d'usage, ça veut dire que, et pas seulement les valeurs marchandes, ça veut dire que la notion de prix qui se réfère seulement aux valeurs marchandes doit être remise en cause. Vous voyez, alors, elle reste valable pour les valeurs marchandes, mais elle devient insuffisante. Et voilà, ici, ce nouveau champ du développement, je crois qu'il contient à peu près toutes les interrogations que l'on peut se poser. En un mot, et je termine par là, eh bien, c'est un autre monde qu'il nous faut inventer. C'est un autre monde, on ne va pas s'en tirer avec des petites recettes. Si vous réfléchissez dans le détail à ce que ça implique, à une autre économie, une autre façon de raisonner, une autre façon de développer, ça veut dire d'autres façons d'habiter, d'autres façons de produire, d'autres façons de consommer. Il nous faut inventer un autre monde, et le drame, c'est que nous avons laissé passer le temps et que la grande question, c'est est-ce que nous avons le temps? Et ma réponse, vous savez, c'est que je n'en sais rien et que je suis plutôt pessimiste. Si l'on regarde, je vais terminer par une note d'espoir, mais vous allez voir combien dérisoire. C'est que je n'en sais rien. Les climatologues avancent des dates. 2017, la plus proche que j'ai entendue, si l'on continue comme on le fait, pour que s'enclenchent des processus cumulatifs qui risquent de détraquer définitivement la machine et de mettre en œuvre un mouvement irréversible que plus personne ne parviendra à arrêter. Alors, est-ce que nous saurons le faire? Quand je prends les données objectives, que j'essaie de les envisager rationnellement, j'ai bien envie de baisser les bras. Mais enfin, dites-vous que si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est qu'en fait, je renonce quand même à baisser les bras, que derrière tout discours pessimiste, il y a parfois une petite lumière, une petite flamme d'espoir qui continue à vibrer. Alors je vais vous dire la mienne, mais elle est dérisoire. Elle s'appuie là aussi sur une autre notion de l'histoire, ce fameux point critique où les forces s'équilibrant, un phénomène mineur, tout à fait inattendu, imprévisible, mais souvent mineur et imprévisible, pour ça, fait basculer les choses. Alors je conclurai en vous disant, je répondrai à ma question en vous disant que, effectivement, si l'on envisage les choses rationnellement, tout est perdu. Mais que, comme grâce à ce fameux point critique, l'histoire ne se déroule jamais, ou jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour du moins, ne s'est jamais déroulée comme elle aurait dû se dérouler, alors tous les espoirs sont permis. Merci.